Salut Sarah. Salut Ambroise. Alors on est en interview aujourd'hui, c'est pendant l'événement One Day to Celebrate Digital Nomadism, organisé au Nomad Co-Living à Montréal. J'avais déjà fait l'interview avec Maria ici il y a à peu près 2 semaines, donc vous avez déjà peut-être dû voir ce décor-là. Et en fait, pour la petite histoire, on avait fait l'interview avec Sarah il y a peut-être 1 ou 2 mois. Presque plus de 2 mois, je pense. Quand tu étais en Espagne. Exact. Et comme les lives, comme le direct, il y a souvent des problèmes. Et tu étais en Espagne, Internet était un petit peu aléatoire. Oui, en fait, j'étais à quelques kilomètres de Valencia. Et la connexion Internet n'était pas terrible. Donc on a tenté quelque chose, mais finalement le résultat n'était pas extraordinaire. Ouais. Donc on s'y reprend une deuxième fois. C'est ça. Et cette fois, offline, il n'y aura pas de problème technique. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu le premier live, est-ce que tu pourrais te représenter? Oui, bien sûr. Donc Sarah Falador, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. J'ai monté mon premier business lorsque j'avais 25-26 ans. Et de fil en aiguille, en fait, à force moi-même de faire des expériences en tant qu'entrepreneur, j'ai eu le désir d'accompagner d'autres entrepreneurs. D'abord des hommes, puisque c'était les premiers clients qui sont venus à moi lorsque je me suis lancée dans le conseil pour le sujet internationalisation. Okay. Et du coup, je me suis intéressée petit à petit à l'aspect investissement, ce qui m'a amené en fait à commencer à travailler aussi avec des femmes sur le sujet levée de fonds. Okay. Et donc là, en fait, je suis en train de monter un fonds d'investissement pour les femmes. Ok, voilà. Puis tout se passe en ligne aussi, c'est ça? Exact, donc pour ça on a créé un incubateur virtuel qui nous permet en fait d'accompagner des entreprises françaises et canadiennes pour la plupart et qui ont une culture et un mindset qui est orienté aussi sur l'international. Pour la plupart de nos start-upeuses, elles sont bilingues français-anglais. Donc voilà, donc ça faisait du sens de tout faire en ligne et puis pour que finalement mon business soit le reflet du style de vie auquel j'aspire et sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. Ouais, c'est vrai qu'on avait parlé de ça pas mal la dernière fois. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour aussi sur d'où tu viens, qui tu es et comment tout ce que tu as comme expérience t'a amené à déjà créer les projets que tu as en ce moment et puis aussi ce côté, les faire en voyageant, ce côté nomade? En fait, déjà le terme nomadisme, je l'ai entendu que très récemment finalement. Dans ma vie, je suis arrivée à Vancouver à l'âge de 30 ans. Je pensais parler anglais et je me suis rendu compte que pas du tout. Et, parce qu'en anglais, en France, quand on t'enseigne l'anglais, c'est où est-ce que c'est Where is Brian, etc. Ça fait penser au sketch de Gad Elmaleh, mais c'est vraiment ça. Tout est en anglais en France, mais on parle pas français. Oui, exact. Surtout dans le langage des startups, donc c'est assez amusant. Et donc en arrivant à Vancouver, j'ai commencé à fréquenter des gens que je n'aurais pas fréquentés lorsque je vivais à Paris, que je devais porter des talons hauts comme ça pour aller travailler, des jupes, et puis j'avais une garde-robe à l'époque très bien remplie. Tu faisais un job classique? Oui, en fait, j'ai été assistante de direction, notamment pour un magazine de décoration qui s'appelle IDEA. Et il y a aussi, donc il a lancé ensuite The Good Life. Et donc du coup, j'ai été l'assistante du rédacteur en chef. Donc voilà, donc c'était un univers très trendy. Et puis du coup, il y avait une sorte de compétition constante avec les sacs à main et puis les tenues. Et voilà, et donc en fait, mon frein, c'était un jour, si je devais me mettre à voyager, mais qu'est-ce que je fais de toutes mes affaires là? Et puis à un moment donné, j'ai pris la décision de partir au Canada. Donc j'ai appliqué pour un PVT et puis je voulais éviter le froid québécois, donc j'ai dit bon, on va aller à Vancouver, il fait plus chaud, mais du coup il y a beaucoup de pluie, donc pluie et neige aussi. Non, quasiment pas de neige. Sur les années où je suis restée là-bas, non, très peu de neige finalement, mais voilà. Et en fait je me suis mise à fréquenter des gens qui avaient des vies, je trouvais atypiques, voire même créatives, dont une de mes meilleures amies qui s'appelle Marion, qui est coach, qui est life coach. Puis c'est la première à me parler de nomadisme. J'ai dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ce concept? Moi je suis habituée de déménager d'un point à un autre, et puis à chaque fois aller chez Ikea pour acheter mes meubles, et puis m'installer, tout décorer, etc. Puis elle était toujours en mode minimalisme, nomadisme, etc. Et puis je voyais pas comment moi-même je pouvais devenir aussi nomade. Et puis sans la regardant faire, je me suis inspirée. Et puis après, j'ai rencontré pas mal de gens sur ma route qui commençaient à ressembler à Marion. Et chacune de ces personnes me parlait aussi de leurs expériences de voyage et puis de leur style de vie. Et puis du coup, je me suis dit, mais finalement, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Et puis il a fallu une séparation aussi, parce que j'ai vécu une séparation aussi en arrivant à Montréal. Donc je me suis dit, finalement,
ma vie n'était pas si stable que ça, parce que tout est en location, tu sais, tu quittes quelqu'un, ça se termine, bah, tu reprends tes valises et puis tu vas ailleurs. Et puis, donc finalement, le nomadisme, entre guillemets, c'est venu à moi de par la situation. Et puis je me suis dit, bah, tant qu'à faire, vu que je suis capable maintenant de faire tout tenir dans une seule valise, bah, je peux peut-être réduire la taille de ma valise. Et puis au lieu de penser à tout le temps chercher un appartement pour aller d'un point à un autre, pourquoi est-ce que je ne planifierais pas ma vie pour faire un maximum de découvertes, de voyages, et puis d'adopter le style de vie auquel j'adhère, qui était donc un désir de vie en communauté, avec des gens qui me ressemblent plus, qui sont à l'aise dans leur business, dans leur façon d'être, etc. Développement, le côté nomade, mais aussi beaucoup de développement personnel et de... Oui, il y a eu un gros travail, il y a eu un gros travail de fond, notamment par rapport au détachement. Alors ça, c'est un des principes que tu apprends quand tu fais de la méditation. Et puis le yoga aussi à Vancouver, que j'ai commencé à découvrir là-bas. Du coup, ça m'a mis à l'aise aussi et préparé pour tout ce que je suis en train de vivre maintenant. Ok, super, c'est un super chemin. Puis tu as commencé, moi je t'ai entendu parler de toi la première fois quand tu habitais ici cet hiver. Oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai une bonne fée dans ma vie qui s'appelle Anne-Solène. Et Anne-Solène, je lui avais dit il y a déjà plus d'1 an que je voulais vraiment faire que voyager et faire du business en fonction de ça. Et que du coup, mon business soit un style de vie plutôt que un boulet au pied qui allait m'empêcher d'être et de vivre mon expérience d'être humain comme moi j'ai envie d'être et comme j'ai envie de le vivre. Et du coup, je lui ai dit, moi je veux voyager et tout. Elle me dit, écoute, je connais une fille, elle est super, elle s'appelle Maria, je peux te mettre en contact avec elle. Et puis elle voyage beaucoup, notamment en Asie. Et elle a un projet de co-living. Écoute, mets-nous en contact. Donc on a été mis en contact via LinkedIn, sur lequel ça fait peu de temps. Et en fait, Maria n'a pas répondu tout de suite. On a commencé à échanger. Elle m'a montré quelques photos du NOCO. C'était encore en travaux, etc. On s'est vu à Expo Entrepreneur. Et puis là, du coup, elle avait une partie de ses collègues de travail qui étaient là. Et puis du coup, Stéphanie que tu as vu tout à l'heure, qui est là aussi. Puis il y a un bon contact qui s'est fait naturellement. Je me suis bien sentie à l'aise avec eux. Donc elle m'a proposé de venir visiter. Puis il y avait encore plein de travaux, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'expérience humaine que je pouvais avoir. Donc voilà, donc elle m'a acceptée et puis j'ai emménagé pour 2 mois. Voilà. Très cool. Et puis c'est à la suite de ça aussi que tu es partie en Espagne après. Exact, parce qu'en fait, mon but aussi, c'était d'avoir un camp de base pour pouvoir bien me préparer à être nomade dans les meilleures conditions. Et en fait, tu sais, on apprend par mimétisme. Donc du coup, je me suis dit qu'en étant en immersion avec des gens qui ont l'habitude de voyager, qui sont des entrepreneurs digitaux, etc., que ça allait me donner aussi le courage et puis l'énergie et l'envie suffisante pour passer le cap avec une certaine sérénité. Puis tous les tips aussi que t'entends que... Oui, et puis c'est aussi d'être aussi... de se préparer à plus avoir son chez soi, à soi, et puis d'être flexible aussi dans son organisation, d'être plus consciente du fait que, écoute, là, il y a un imprévu, et puis on fait avec, etc. Donc c'est aussi une façon de me préparer aussi aux imprévus des voyages, etc. Et puis l'imprévu des rencontres aussi, puisque du coup, voilà, quand tu es dans un co-living, il y a des gens qui habitent ici, mais tu as des gens de l'extérieur, donc c'est une constante découverte. Donc c'est un concentré de ce que tu peux vivre, en tout cas pour moi, quand tu es en voyage. Puis tu as été le vivre après directement en pratique en Espagne, à côté de Valence, là quand on s'était quand on avait fait le live. Alors là, du coup, j'ai eu des co-livers beaucoup plus vieux que moi. Qui est presque le double de mon âge. Donc, je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est marrant parce qu'en fait, on se rend compte que le colis, en tout cas, en l'occurrence, pour moi, tu sais, on peut associer on se rend compte en vivant avec des personnes plus âgées à quel point nous, les plus jeunes, on a perdu des repères qui sont importants. Et à quel point aussi le mindset des personnes seniors viennent freiner la jeunesse l'esprit vif des jeunes, parce que du coup, eux ont connu une époque qui était faite de certitudes sur pas mal d'aspects, aussi bien professionnels, etc. Et puis,
c'était une source de beaucoup de stabilité. Ils ont construit des business où on travaillait pendant 30 ou 40 ans dans la même entreprise, etc. Puis toi, tu arrives avec ton laptop, t'expliques que tu as juste besoin du Wi-Fi pour travailler et gagner de l'argent. Ouais. Donc, la rencontre était intéressante de par la compréhension des deux mondes et puis la curiosité de l'un pour l'autre. Du coup, moi, j'ai dû faire pas mal d'efforts pour être pédagogue et expliquer ce que je faisais, pourquoi je le fais, etc. Donc voilà, et puis même les Espagnols avec qui on a passé un peu de temps, qui sont plus âgés que nous, puisque Ziad, en fait, m'a rejoint là-bas après. Du coup, ils comprennent pas que nous, on puisse se lever à 10h du matin, puis travailler jusqu'à 2h du matin. Et on a juste besoin Donc, tout est décousu, la notion de week-end n'existe pas, etc. Ils comprennent pas que... voilà, donc j'ai passé du temps avec Claudine et Daniel, qui sont donc le papa et la belle-mère d'Anne Solène, donc mon associé. Et voilà, donc ce qui est bien, c'est que tu manges à heure fixe, tu risques pas de mourir de faim, il n'y a pas de junk food, tout le monde fait vraiment attention à toi, et il y a vraiment cette notion-là qui était sympa aussi. Mais dans le même temps, il y a un côté mère-poule et paternaliste. Enfin, j'ai vraiment adoré cette expérience. Ah, mais tu travailles trop? Bah non, pas tant que ça, parce que regarde, en fait, finalement, tu penses que je travaille trop, mais moi, je le vois pas comme un travail. En fait, c'est juste le style de vie auquel j'ai adhéré. Et donc voilà, donc l'expérience était vraiment géniale. Vraiment. Donc oui, c'était un co-living, mais avec... co-living de retraite. Réduit avec... Voilà, puis après, j'ai vécu ça aussi avec ma tante et mon oncle qui habitent à Paris, qui ont presque 60 ans. Donc pareil, mais tu vas faire quoi quand tu voyages? Tu vis comment? C'est juste qu'au lieu de penser à payer mon loyer chaque mois, je pense juste à acheter des billets d'avion, et puis je prévois mon expérience en fonction de mes objectifs aussi. Mais c'est des notions qui... Tu sais, là, tu sens qu'il y a vraiment... tu peux tout, tu peux tout faire, c'est ça qui fait peur aussi. Mais même tu sais, quand tu dois passer trop de temps sur ton ordinateur, il te demande si t'es pas malade, tu vois, grosso modo. Oui. Ok. C'est bizarre que ce soit tout le temps sur ton ordinateur. Mais je travaille. Tous les nomades, à un moment, ils doivent, tu sais, quand tu deviens nomade, tu dois expliquer ça un petit peu, ce projet-là, à ta famille, tes amis, il y a toujours des freins un petit peu à ça. J'en parlais tout à l'heure dans l'atelier que j'ai fait en bas. Il y a une étape vraiment, c'est enlever les blocages de ta famille, financiers, etc. Et c'est assez difficile, mais juste expliquer, être pédagogue comme tu disais, et puis ça se débloque petit à petit. Puis après, quand ils te voient le vivre vraiment et que ah oui c'est possible et ils comprennent, ça va. Après, je pense que ce qui inquiète souvent les gens, c'est finalement que tu es vraiment heureuse là-dedans. Tu vois, par exemple, ma sœur m'a vu diviser ma valise par 2 encore une fois arrivée à Paris. Elle me dit mais t'as pas beaucoup de vêtements, comment tu vas faire? Je dis, mais tu sais, j'ai juste besoin de ça, là, en fait, pour le moment. Déjà, j'ai remarqué que je portais tout le temps la même chose. Le matin, j'ai pas envie de me prendre la tête à réfléchir à qu'est-ce que je dois mettre ou quoi. J'ai aucune contrainte de tenue vestimentaire versus quand j'étais salariée. Et ça me pesait vraiment parce que c'est quand même un investissement, c'est du temps. Et puis tu te demandes toujours si tu vas être assez pour bien fitter avec le style du bureau, avec tes collègues de travail, etc. La petite compétition. Et je me souviens à une époque quand je travaillais dans les assurances à Vancouver, une fois j'avais eu le malheur de mettre un jean. Du coup j'ai eu des remontrances. C'était presque qu'on allait mettre un avertissement parce que j'avais osé porter un jean. Donc voilà, mais à côté de ça, les gens peuvent être crades et on leur dit rien. Donc, mais bon, eux ils ont pas de jean. Donc c'est juste des trucs comme ça qui font que déjà je m'enlève ça de la tête le matin. Il y a pas de tu focus sur les choses importantes. Oui, ce qui est important. Et puis la valeur que je peux créer pour moi, pour mes clients, pour mon entourage, comment je vis mon expérience aussi au quotidien. Parce que c'est pas le tout d'avoir un business. Je pense que le plus important, c'est est-ce qu'on est content de soi à la fin de la journée. Et puis moi, mes KPI, c'est est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai eu le temps de rigoler un peu, de partager un moment de qualité avec des gens que j'apprécie. Et puis effectivement, est-ce que j'ai le sentiment d'avancer dans la bonne direction, c'est tout. Puis après, on sait très bien, il faut de l'argent, etc. Mais mes KPI, on va dire soft skills et bien-être, c'est ça. Ok, puis parlons un petit peu plus de tes différents projets entrepreneuriaux. Donc il y a Université du leadership féminin. C'est ça. Ça, tu peux nous parler un petit peu de quelle forme ça prend? En fait, ça, le principe, c'est des webinaires gratuits donc qui s'adressent
principalement aux femmes, mais les hommes sont bienvenus. J'en ai déjà vu. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs? C'était très cool, ouais. Et du partage en fait, on essaye. Moi, depuis que je suis dans l'écosystème startup, j'ai vraiment une culture open source. Ouais. Pour moi, ce qui crée de la valeur, c'est dès lors que tu es capable de faire quelque chose qui rend service à quelqu'un et qui lui fait gagner du temps et de l'argent. Pour moi, c'est ça. Partager des connaissances, tout le monde le fait spontanément, par exemple en allant luncher, ou là tu vas regarder ne serait-ce que notre échange comme ça, on apprend l'un de l'autre, etc. Puis du coup, pour moi, c'est pas quelque chose qui va se monétiser dans l'immédiat. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand tu partages de l'information de qualité, tu donnes du pouvoir à l'autre pour qu'il puisse avancer dans ses projets ou donner vie à des idées. Ouais. Donc, et en fait, beaucoup de femmes ont des blocages sur j'ai envie de monter un business, mais je sais pas comment m'y prendre. Et puis du coup, je vais étudier ça. D'accord. Okay. Puis pour étudier tel et tel sujet, soit je m'inscris dans une université en ligne, ou alors je me paye un cours, ou je fais un workshop, etc. C'est du temps, de l'argent, des ressources, des déplacements et tout. Ouais. Donc je me suis dit, pourquoi pas finalement proposer des webinaires quasiment à la demande sur des thématiques qui intéressent les entrepreneurs et aussi les personnes qui ont le désir peut-être de revoir leur façon de travailler ou qui aspirent à une autre carrière, etc. En faisant intervenir des experts. Et donc les experts partagent pendant 20 minutes, oui, experts et expertes aussi. On a même un growth hacker qui est intervenu il y a quelques mois, donc il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Et l'idée, c'est que ces experts partagent donc de l'information de qualité sur leur thématique et qu'on puisse, basé là-dessus, proposer donc une expérience pour donner de la valeur et valoriser en fait l'entrepreneuriat et le leadership chez les femmes. Ok. Voilà. Donc ça donc nous ça nous permet en fait, après c'est une stratégie, c'est dans ma logique de funnel acquisition utilisateur. Ça me permet donc d'avoir une source de revenus puisque du coup les webinaires sont payants. Pas pour l'audience, c'est l'expert qui paye pour pouvoir accéder à l'audience. Donc finalement, c'est un média qui leur permet d'avoir de la visibilité en ligne. Puis des clients aussi peut-être. Oui, et puis associé en fait au leadership féminin, etc. Parce que tu as vu, il y a de plus en plus de coachs en leadership, etc. Et puis il y en a qui sont spécialisés pour les femmes. Il y a tout un mouvement là-dessus. Donc l'université leadership féminin fait partie d'une stratégie. Et puis ensuite, il y a l'incubateur virtuel qui nous a permis de recruter des projets portés par les femmes. Et donc, du coup, ces femmes-là nous rejoignent pour avoir une période d'incubation entre 6 mois et 12 mois. Et l'idée, notre focus là en ce moment, c'est vraiment de les booster sur le sujet levée de fonds. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit de parler d'argent, elles sont pas toujours très à l'aise, pas forcément d'éducation en finance à la base, pas très à l'aise non plus pour parler avec les investisseurs selon les circonstances et les milieux dans lesquels elles ont évolué. C'est toujours un monde un peu flou quand t'es pas dedans. Déjà, et puis en fait, il y a beaucoup de mystification autour du monde de l'investissement. Donc moi, je démystifie tout ça. J'ai fait mes devoirs en étudiant à fond pendant 3 ans le système des firmes de venture capital, etc. Donc là, moi, j'ai commencé par exemple à interviewer des VC en France qui ont répondu avec beaucoup de transparence et de simplicité comment ils fonctionnent, comment ils recrutent les projets, comment ils accompagnent les entrepreneurs, etc. Et c'est toujours très franc. Exact. C'est ça que j'ai vu avec les VC. Oui. C'est franc quand tu as l'occasion de leur parler. Mais sinon, si tu vas juste sur leur site internet et puis que tu regardes les annonces dans Madines sur la énième levée de fonds de telle ou telle start-up française, tu te dis, mais est-ce que moi, je suis vraiment en capacité d'aller chercher X millions, etc. Donc, ce qu'on amène à faire, en fait, avec l'incubateur, c'est de bien les préparer pour être vraiment confortables à discuter avec des investisseurs. Et puis ensuite, de les plugger avec des investisseurs qu'on a qualifiés, avec lesquels on a déjà établi une relation de qualité. Et j'entends par relation de qualité vraiment une qualité humaine qui va vraiment faire la différence. De par les échanges, de par alors autant sur un plan intellectuel que en temps, en disponibilité, etc. Parce que du coup, c'est ça qui crée de la valeur sur le long terme. Tu peux pas t'engager avec quelqu'un ou demander à ce que quelqu'un s'engage si toi-même t'es pas capable ou t'es pas comment dire en demande ou prêt à donner à nourrir cette relation en fait. Et du coup, on amène tout ça dans l'incubateur. Ok. Et comment elle a été ton expérience de travailler en voyageant avec ces projets-là ?
Franchement, ce que ça a été, ouais. il y a eu du challenge. Pourquoi? Ne serait-ce que lorsque j'étais en Espagne, dans le village, avec la connexion Internet. Ouais, oui, bon. Ça, c'est toujours, c'est les critères des nomades, c'est mais Internet. Mais le côté bénéfique, ouais. le côté avantageux de tout ça, c'est que j'étais moins sur mon ordinateur. Donc, j'avais l'option papier, carnet, stylo, etc. Donc, du coup, ça a été l'occasion de me poser aussi, de pas juste être dans un esprit, on m'envoie un message, je réponds, machin, tac au tac. Là, du coup, ça m'a donné le recul nécessaire aussi, par exemple, pour revoir mon plan d'action pour atteindre mes objectifs. Ça m'a permis aussi de prendre conscience à quel point je prenais pas le temps de juste bien manger à table et puis à la limite de passer 1 heure à table correctement. Donc voilà, en plus en Espagne, on boit la bière avant manger, mais tard, tu vois, par exemple à 21h et tout. Donc il y a un style de vie aussi qui fait que ça m'a transformée sur la façon dont je voulais envisager mon business. Donc j'avais fait la démarche aussi, et c'est un processus continu que d'être minimaliste. Donc c'est associé pour moi à mon style de vie aussi de nomade. Mais je me suis rendu compte, j'ai fait tous ces efforts pour vider mon armoire et puis être capable de faire tenir tous mes vêtements dont j'ai vraiment besoin dans une petite valise, un bagage cabine. Mais pourquoi je ferais pas la même chose pour mon business en fait? Pourquoi est-ce que je veux tout le temps me charger de choses? On t'en parlait l'autre jour. Et donc là, du coup, j'ai commencé à clearer tout ça et puis à avoir plus de clarté sur finalement, là donc mon objectif c'est ça, mais de penser, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler à cette personne-là? Puis si je parle à cette personne-là, ça va me prendre du temps. Donc est-ce que j'ai du temps moi à consacrer à cette relation? Et puis quel est le bénéfice finalement sur mon objectif long terme? Donc après du coup tu peux pas non plus tout le temps étiqueter les gens en disant ça telle personne a de la valeur ou pas, c'est pas ça, mais c'est juste de dire de quoi j'ai besoin, est-ce que ça sert mon objectif, et puis est-ce que je suis vraiment en capacité compte tenu de mon organisation aujourd'hui de répondre et puis de donner de la satisfaction aussi aux personnes avec lesquelles je veux travailler, tant pour les clients que les collaborateurs ou les partenaires. Donc voilà, donc là aussi je suis minimaliste dans ma démarche. Et là, finalement, dans la journée, j'arrive à faire 3 choses. Et je les fais bien. Donc, ça veut dire discuter avec des personnes quand j'ai obtenu des leads. Et donc, du coup, les engager après, soit pour l'incubateur ou pour l'université du leadership féminin. Promouvoir ce que je fais. Puis ça, j'y passe 2 ou 3 heures par jour. Et puis, avoir une activité qui soit créative pour moi, parce que du coup, c'est énergisant. Et voilà, et c'est tout. Et puis c'est 3 choses par jour et c'est très bien comme ça. Et franchement, puis ça va je me sens encore, moins, comme on dit, overwhelmed, et puis j'ai plus d'énergie. Donc voilà. Et puis avec des objectifs financiers qui vont faire que je vais pouvoir atteindre mon but, mais de manière plus sereine. Voilà. Step by step. Exact. Je voulais te demander aussi, étant donné que tu es là, tu as été là un petit peu l'hiver au Nomad Co-Living et que tu y es maintenant, comment ça se passe la vie ici? Concrètement, vous avez une chambre. Comment ça se passe la vie commune, tous les projets, le travail perso, etc. Ici, pour moi, c'est l'idéal pour être productive. Première chose, parce que je peux optimiser mon temps. J'ai pas besoin de sortir, aller chez WeWork par exemple. T'es là où tu travailles. Pour travailler. Le bureau est en bas, donc déjà ça c'est un gain de temps extraordinaire. 1 heure par jour. Oui, au moins, facile. Et puis du coup moi je suis un peu allergique au métro, alors ça m'ennuie de prendre le métro. Et puis comme il fait très chaud en ce moment à Montréal, c'est pas une bonne idée de marcher 45 minutes. Avec la chaleur qu'il peut faire. Donc du coup, pour moi, l'avantage déjà, il est pratique. Et puis ensuite, inspirant de par la variété de personnes et les origines des personnes qui sont ici. On a des gens qui viennent de la Dominique ou République dominicaine, d'autres qui viennent d'Australie, on a donc Bénédicte qui vient de France aussi comme moi, mais de la région de Lyon, on a Maria donc, qui est donc, la fondatrice du Nomad Co-Living, qui est à moitié soudanaise et moitié japonaise, qui a grandi en France, qui vit ici depuis X années, donc voilà, donc du coup il y a une diversité de parcours, d'origines et de façons de vivre qui sont super inspirantes pour moi. Ça c'est la première chose. Et puis l'autre aussi, c'est l'apprentissage de par l'observation ou les échanges que tu peux avoir de manière complètement informelle, et ça c'est quasiment tous les jours. Et business ou personnel? Oui, business, perso.
même, tu sais, de juste d'avoir des échanges. L'autre fois, j'ai discuté avec Bénédicte et puis je lui disais que j'étais vraiment dans un mode minimaliste pour le business, etc. Et puis après, on a pris un café toutes les deux et puis elle m'a dit « Ah bah merci Sarah, du coup, ça m'a rappelé que moi aussi, je devais faire attention à ça. » Et puis... du coup, tu sais, il y a une inspiration mutuelle qui peut se faire. Bénédicte, c'est par exemple, c'est quelqu'un de très structuré, très organisé, etc. Moi, du coup, ça m'inspire de passer du temps avec des personnes comme ça, parce que moi, je suis un peu plus créative. Donc, du coup, ça apporte une sorte d'équilibre ou vient compenser des choses que je me sentais pas capable de faire. Parce que là, du coup, j'ai tous ces exemples-là autour de moi. Donc ça, c'est chouette. Puis l'autre point, juste pour un exemple tout bête, en termes d'apprentissage, il y a encore 3 semaines, je savais pas utiliser iMovie. Ah oui, ouais. Et ça faisait des années que je me demandais mais comment je peux utiliser ça, ça a l'air compliqué, etc. Et là, il a suffi que Maria, parce que du coup, j'avais proposé à Maria de faire des podcasts pour l'événement, et donc du coup, on a dit qu'on allait le faire avec John, donc on va le faire cet après-midi. Et puis, du coup, on s'est dit on va annoncer ces podcasts. Puis Maria elle me dit pour le monter, faire un mini montage, tu peux utiliser Audacity. Puis je dis ça à John, et John me dit mais non, laisse tomber, je vais t'apprendre autre chose. Donc là, il m'a mis sur iMovie. Il m'a appris en 20 minutes montre en main. J'ai fait mon premier montage toute seule en même pas 6 heures. C'est juste la vitesse avec à laquelle ça a été. Ça m'a rien coûté, juste du temps. J'ai eu quelqu'un qui m'a montré step by step ça de manière efficace. Et du coup, j'ai eu de la satisfaction parce qu'après, j'étais capable de faire mon premier montage. Et en étant capable de faire mon premier montage, là, du coup, j'ai moins de blocage, moi, à faire des montages aussi pour faire la promotion de mes vidéos sur LinkedIn, etc. Donc, je dis, waouh, c'est super. C'est un gain de temps, d'argent, ça donne confiance en soi. Donc, oui, ça fait partie aussi de l'expérience. C'est clair. Puis moi, je me souviens, ça m'est arrivé à l'époque, mon ancien coloc Loïc qui m'avait appris Photoshop à moi et d'autres colocs en 1 heure. Wow. Puis après, parce qu'on lui demandait tout le temps de faire les affiches, tout ça, il dit attendez, je vais vous montrer comment ça se passe. Et en 1 heure, il nous a appris les bases, pas la suite. Bien sûr. Mais une fois que tu connais les bases, puis tu peux aussi les apprendre en ligne là-bas aussi au début. Mais une fois que tu as ça, tu as juste des petites recherches à faire pour trouver tiens, je veux faire tel feature, etc. Tu sais, sur iMovie, si tu veux couper un plan vidéo et son, tu sais c'est quoi le raccourci, un truc comme ça. Donc ça, c'est pour le côté technique, on va dire hard skill. Et puis côté soft skills au quotidien, c'est la cuisine. On a des super cooks ici. Qui viennent de partout. Qui viennent de partout, qui ont des influences orientales, du Maghreb, etc. Et puis du coup, tout le monde s'inspire aussi de leur cuisine, ça donne envie. Donc du coup, on est moins tenté d'acheter de la junk food. Tu sais, quand tu vois les gens prendre le temps de faire leur petite salade tous les midis, du coup, toi aussi, après, t'as envie de faire ça. Moi aussi, je veux ma salade. Il y a une logique de partage aussi, parce que du coup, on a il y a une partie des épiceries qui sont communes. Donc, Maria achète tout pour tout le monde. En gros, le riz, les lentilles, etc. Donc, la base. Et donc, du coup, quand on cuisine un peu pour soi, finalement, on va rajouter des portions supplémentaires et puis ça va servir à tout le monde. Donc, du coup, il y a puis chacun va venir ajouter quelque chose, etc. Week-end dernier, donc, Tiffany a fait sa super polenta avec sa petite sauce bolognaise et tout. C'était excellent. Elle a cuisiné aussi du butternut squash, Et donc elle en a fait des spaghettis, c'était excellent aussi. Donc voilà, donc c'est juste une inspiration constante et puis une découverte constante. C'est vraiment ce que je retiens de mon expérience ici. Puis maintenant, quand tu pars, tu reviens, c'est quoi ta là, du coup, fréquence? je pense pas revenir avant l'été prochain. Pourquoi? Parce que, donc, en fait, pour la petite histoire, j'ai rencontré mon copain ici, ce qui n'était pas prévu non plus. Et c'était suite, en fait, toi et moi, on a été concernés par la faillite de OR. Et donc, du coup, la semaine où le vol a été annulé, moi j'ai dû reprendre un autre billet d'avion pour la semaine suivante pour aller à Paris et du coup ça m'a laissé une fenêtre de 6 jours et puis pendant les 6 jours on a commencé notre histoire et puis après on était à distance, on s'est pas vu pendant 50 jours et donc ensuite il m'a rejoint en Espagne et en France, donc on a fait ça ensemble. Là on est revenus ensemble pour cet été ici et là on prépare notre voyage selon
enfin, il y a pas mal d'aspects à considérer, mais Liban et Italie, donc au mois de septembre, grosso modo. C'est pas 100% sûr qu'on a une Italie, on verra finalement, mais voilà. Après, on a prévu... donc lui, il va faire un trip dans le Colorado en moto. Ok. Moi, pendant ce temps-là, je serai un petit peu en France, chez mes parents, en Bretagne. J'irai probablement voir ma sœur à Montpellier. Et puis, le but du jeu, c'est de me préparer pour aller à la Silicon Valley pour mon événement. Ah oui. Donc là, j'ai planifié ça. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Après, je vais faire un saut à Vancouver, voir des amis. Et ensuite, probablement un peu de temps à Sao Paulo, parce que j'ai une de mes bonnes amies, donc qui est devenue minimaliste depuis un moment, qui est entrepreneur aussi et qui cartonne au Brésil. Ah ouais. Elle avait des difficultés à faire décoller son business au Québec, parce que du coup, elle enseigne la créativité aux avocats. Alors, c'est deux mots qui vont pas ensemble théoriquement. Et du coup, là, elle a trouvé son marché. Donc là, elle part s'installer à Sao Paulo. Donc il y a des chances que j'aille la rejoindre là-bas aussi mi-décembre. Et après, on a prévu d'aller en Afrique du Sud et profiter du fait d'être en Afrique du Sud pour faire un saut ensuite à Madagascar que je connais bien, parce que j'ai ma sœur qui a vécu là-bas pendant 3 ans. Donc voilà. Donc en fait, je t'ai dit, en fait, je suis très très menteuse. Je t'ai dit la première nomade que j'ai rencontrée vraiment, c'était Marion, mais en fait, c'est ma sœur. Parce que ma sœur, en fait, elle voyage depuis qu'elle a l'âge de 22 ou 23 ans. Bon, après, elle était quand même assez stable finalement. Elle changeait pas tout le temps, mais par exemple, elle a vécu 1 an donc à Toronto. Après, elle avait fait quoi d'autre? Madagascar pendant 3 ans, 2 ans au Maroc. Donc voilà. Donc et puis là, elle voyage tout le temps pour son boulot, mais donc finalement, je suis désolée pour ma sœur, je t'ai oublié. C'est toi mon inspiration pour le nomadisme. Et en plus, c'était marrant parce qu'à l'époque, je comprenais pas son style de vie. J'étais un peu critique, tu sais, un peu fermée, mais c'est quoi cette façon de vivre et tout. Puis maintenant, c'est moi qui vis tout ça, donc et c'est elle qui s'interroge sur mais comment t'arrives à survivre avec juste 2 pantalons. Bah écoute, j'arrive. Moi, c'est pareil en fait. Moi, j'ai été un peu dans ce même style que ta sœur, je pense, parce que moi, je suis né en Allemagne. Même si je suis français. Ah oui, c'est rigolo l'Allemagne. J'ai habité en Angleterre et puis là mes parents ils sont à Prague et mon père il est parti tout le temps en toute l'Europe de l'Est, etc. Et au final tu sais, tu peux te dire que oui t'es fixe, t'habites à un endroit pendant 2-3 ans, etc. Mais finalement t'es quand même, tu bouges quand même, donc ça t'oblige à rester un peu minimaliste et à avoir d'autres styles de vie. C'est ça. Parce qu'il faut que tu retournes chez toi quand même de temps en temps et tout ça. Et par rapport à ton voyage, donc tu prévois de revenir ici l'été prochain au Nomad Co-Living. Exact. Et au niveau tu sais, fiscal et tout ça et assurance, comment tu t'organises? Est-ce que t'es là pour le moment je suis ici? domiciliée en France. T'es domiciliée en France, ok. Donc du coup je dépends des impôts français. Après c'est sûr que du coup il y a 2 niveaux de fiscalité. Il y a ma fiscalité à moi en tant qu'individu, puis il y a la fiscalité d'entreprise. Donc là du coup je suis en train de structurer une entreprise au Delaware. Inspiré par mon amie Tessa qui a déjà créé une structure là-bas, parce que ça a l'air d'être facile à faire, pas trop compliqué d'un point de vue administratif. Avec le programme de Stripe là pour... Oui, je crois que c'est un truc dans ce goût-là. Donc voilà, donc du coup, par contre, c'est juste qu'au niveau de la propriété intellectuelle, tout relève des États-Unis, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà. Et après, effectivement, il y a des solutions que je suis en train de continuer à valider, comme avec la e-residency en Estonie. En Estonie. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup ou pas, mais il faut que je creuse. J'ai commencé à regarder ça il y a quelques mois, mais j'ai pas encore passé de... Moi je m'étais renseigné un petit peu parce que je suivais ça de loin depuis très longtemps. Mais en tant que t'es française aussi, en tant qu'Européen, je sais pas si c'est très si utile que ça. Peut-être pour avoir une résidence fiscale qui est là et qui bouge pas, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour ensuite facturer en euros. Des Canadiens par exemple qui facturent en euros, etc. Nous c'est pas notre problème. Mais parce qu'après il y a beaucoup de gens qui se posent la question, tu vois. Moi je suis quand même basé à Montréal, je suis là la plupart du temps, au moins 6 mois par an. Donc ma résidence fiscale c'est ici et aussi tout ce qui est assurance ça se passe ici. D'accord. Mais si je dépassais ces 6 mois-là, après, ta résidence fiscale, c'est l'endroit où tu passes. Toi, t'es en résidence permanente ici. C'est ça. J'ai notre avantage. Moi, mon but aussi, c'est que d'ici la fin de l'automne, je vais pouvoir postuler pour ma citoyenneté. C'est pour ça que du coup, c'est stratégique aussi sur le... C'est stratégique aussi. Il y a d'autres raisons aussi, là, mais c'est stratégique. Et puis, c'est important de penser à tout ça aussi, parce que, bon, déjà, on a la chance d'avoir un bon passeport, le passeport français qui permet de voyager et tout ça. C'est pas le cas de tout le monde. Mais après, comment tu structures ça, tu vois,
j'en connais qui ont des entreprises situées un petit peu partout, tu vois, aux États-Unis. J'avais parlé aussi, j'avais pris une bière avec Olivier Roland, je sais pas si tu connais. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Il était à Montréal, là, je sais pas, il a des immeubles ici ou quelque chose comme ça. On avait pris une bière et lui, il est basé à Londres, en partie pour des raisons fiscales aussi. Ouais. Mais il se questionne sur aller à Lisbonne ou ailleurs, tu vois. Donc, c'est toujours un point stratégique à regarder, tu vois. En fait, c'est juste comment tu veux... Tu sais, au final, à la fin de ta vie, tu veux cotiser pour ta retraite au Canada ou en France, déjà. C'est ça. Et puis, après, moi, c'est juste que tous les aspects administratifs, etc., ça a toujours été des freins, ne serait-ce que dans ma démarche entrepreneuriale. La première fois que j'ai monté un business en France, j'ai mis vraiment quelques mois avant de me positionner sur le statut. Parce que du coup, t'as genre une dizaine de statuts différents. Ouais. Et puis selon ça, du coup, on va te demander de payer des impôts à l'avance ou pas, etc. Enfin, donc t'as à peu près le même système aussi ici, mais c'est juste, tu sais, pour moi, tous les freins administratifs, c'est du temps de perdu. Donc très honnêtement, là pour le moment, je me focus uniquement sur créer le fonds d'investissement. Je mets tous les moyens, toute l'énergie pour ça, etc. Puis une fois que que tout est bien structuré et tout. Là, je pense plus à ma vie perso et puis, en tout cas, à construire les choses avec la vision long terme et tout. Parce que, tu sais, quand t'as la bonne base de contrat, que tu sais où tu vas, pourquoi tu fais les choses, etc., ça doit pas, en fait, être les conditions administratives qui vont, grosso modo, designer ton expérience d'entrepreneur ou de nomade. Donc, moi, je suis plutôt du genre... à dire, écoute, je m'en fous de tout ça, j'avance, être nomade, ça veut dire voyager, découvrir, rencontrer des gens, identifier des opportunités et créer de la valeur basée là-dessus. D'abord pour moi et puis ensuite mon entourage et ma communauté. Et puis voilà, et puis c'est tout parce que en fait, même, tu sais, le temps que tu passes à gérer des choses administratives, c'est de l'argent où tu fais pas, du temps où tu fais pas de l'argent. Ouais. Donc, non, faites du cash, parce que je peux vous dire que quand t'as du cash, t'as juste à payer un avocat, t'as juste à payer un expert comptable, et il s'occupe de tout. C'est ça, avec l'incubateur, c'est aussi ça que ton message. Oui, moi, je veux juste, on simplifie la vie. Il y a des entrepreneuses qui disent, mais est-ce que j'ai besoin d'être enregistrée? Et pour le moment, je dis, là, t'as pas encore d'associé, tu sais pas dans quelle direction tu vas, etc., tu vas t'enregistrer. Pourquoi? Pour payer quelque chose. Sachant que t'as pas encore quoi que ce soit à facturer, tu vois. Donc, fais de l'argent, signe ton premier contrat, et puis après, tu structures ta compagnie. Mais voilà, moi, je suis plutôt du genre à recommander ça. Moi, je suis pas du tout pro. Mais c'est ça, de l'extérieur, quand tu commences là-dedans, pour l'avoir fait pour d'autres projets, tu prêtes vachement attention à ça. Tu sais, c'est comme, il y a cette partie-là, mais il y a aussi toute la partie, tu sais, est-ce qu'il me faut un logo pro ou tout ça. Alors ça, vous emmerdez pas, hein. Allez directement sur Canva. Non, mais c'est vrai, pour démarrer, tu sais, tu vas changer 50 fois d'idée. C'est ça, mais c'est ça, c'est vrai pour le statut Lego et tout ça, le design, pour tout. C'est le plus important, c'est de commencer, d'avoir un service ou un produit qui apporte de la valeur, de le monétiser. Puis ensuite, vous verrez ça. Et de pas trop rester dans sa tête, en fait, parce que tout le temps que tu restes dans ta tête, tu prends pas action. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des clients potentiels, parler à des clients potentiels, etc. C'est le meilleur moyen de signer des deals à terme. Et puis, quand il s'agit de signer le deal, à ce moment-là, vous créez une structure, ça prend 24 heures dans certains pays. Et puis, vous envoyez votre facture et c'est réglé. Mais au moins, vous n'aurez pas construit votre expérience basée sur des statuts administratifs ou juridiques. C'est pas possible. Ouais. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. Il y a personne qui vient au monde avec un statut. Enfin, si, quand on vient au monde, on a théoriquement une identité, etc. Mais tu n'arrives pas avec ta pièce d'identité à la sortie du ventre de ta mère. Tu sais, grosso modo. Je pense que, donc, passer trop de temps à organiser sa vie sur des aspects administratifs, sinon tu passes jamais à l'action. Il y a plein d'entrepreneurs qui aspirants entrepreneurs qui passent pas à l'action parce que ça leur paraît trop complexe de monter une structure. Alors que la structure, on s'en fout. Ou ils veulent avoir tout parfait avant de se lancer, alors que c'est justement en faisant qu'on trouve ce qui marche. Même, tu vois, sur l'idée de créer une structure. Pourquoi tu veux créer une structure avec des associés? C'est parce que, en fait, t'es dans une optique que tu penses que ton entreprise va prendre de la valeur sur quelques années, puis au bout d'un moment, tu vas pouvoir la revendre, donc la céder, au même titre que tu décides d'acheter un appartement, et puis avec les années, ça prend de la valeur, etc. Mais si t'es tout seul, si t'as pas le désir à terme de faire une plus-value, si tu veux juste encaisser et vivre des prestations que tu vends à tes clients, etc. Et que ton but c'est pas d'embaucher des gens et ni de valoriser ta propriété intellectuelle, etc. Tout ça.
pourquoi tu vas t'emmerder à créer une structure? Ouais. Bah, même moi, juste pour payer ton expert comptable plus cher. Ouais. Moi, ma start-up, on était 3 cofondateurs. On a attendu d'avoir le premier contrat pour s'incorporer. Oui, ça a pris 2 jours et c'était... c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Mais c'était un sujet qui revenait souvent, on se disait, ok, est-ce qu'il faut attention ça aussi, parce que les avocats, tu sais, quand tu vas dans des réunions d'information sur l'entrepreneuriat, etc. Oui, alors du coup, il faut vous incorporer, etc. Et puis, tu sais, faites un pacte d'associés, tu connais même pas encore tes associés, tu sais même pas comment ils fonctionnent et tout, c'est trop tôt. Laissez les gens démarrer leur business, avoir la satisfaction en créant de la valeur et pour eux, et puis en créant de la valeur pour leurs clients. Et puis une fois que c'est là, à ce moment-là, on crée les choses, on structure. Mais avant ça, là, c'est de la perte de temps et puis d'argent. Donc achetez-vous un billet d'avion pour venir passer du temps, par exemple au co-living. C'est clair, ce sera un meilleur à investissement. Montréal, c'est ça. En plus, du coup, vous allez apprendre plein de choses. Ok, bah écoute, comme à la fin de chaque interview, je pose des petites questions qui souvent amènent des discussions. C'est quoi le pays préféré que t'as aimé en tant que nomade? Bah pour le moment là, c'est mon coup de cœur, c'est l'Espagne, parce que je m'y suis bien sentie. Dans le sud de l'Espagne? Oui, à côté de Valencia. Oui, j'ai vraiment aimé. Et puis parce que du coup, ça m'a vraiment dépaysé, ne serait-ce que par rapport au style de vie à la canadienne. Ouais. Voilà, tu sais, les gens ils aiment bien manger, ils prennent le temps, et puis. Ouais, j'ai vraiment aimé cette expérience-là parce que du coup déjà j'étais face à moi-même aussi. Ouais, surtout pour le début. J'avais pas mes repères de départ là, donc oui c'était vraiment enrichissant. J'aimais ça. Ok. Et t'en auras peut-être un nouveau d'ici la fin de l'année, là, vu tous tes bah, voyages. D'ici là, de toute façon là c'est sûr que Sao Paulo ça me tente bien aussi là, pour aller voir mon ami Tessa. Puis en fait tu sais l'expérience c'est pas tant le pays, c'est les gens que tu rencontres et puis comment toi tu designes ton expérience au quotidien. Est-ce que tu veux aller de coworking en coworking ou est-ce que tu veux vraiment te mélanger avec la population et puis avoir des relations de qualité avec les gens du village, etc. Donc moi j'étais plutôt dans ce trip-là parce que l'espèce de coworking j'en ai fait pas mal. Donc au bout d'un moment c'est toujours à peu près la même chose. Mais voilà, donc ça dépend aussi de ce que tu recherches. Et deuxième question, c'est est-ce que tu as un hack ou une astuce de voyage qui pourrait bénéficier Le meilleur plan que j'ai eu en fait, et alors comme quoi ça vient démentir, ça m'a fait mentir sur ma... Enfin, ça m'a fait démystifier le fait que voyager ça coûtait beaucoup d'argent. En fait... J'ai eu un plan, donc c'était en octobre de l'année dernière. Donc les Compagnons du Devoir, c'est une association en France qui forme des apprentis au métier de l'artisanat, etc. Et ils cherchaient quelqu'un qui parlait anglais pour pouvoir traduire des visites avec un groupe de jeunes qui étaient là-bas pendant 3 semaines au Danemark. Et donc du coup j'ai décroché la mission. Ça m'a coûté 0. Et en plus j'ai été payée. Donc ça c'est le genre de bon plan si vous voulez voyager, être en contact avec des jeunes et puis découvrir les métiers de l'artisanat, etc. Moi je vous invite à appliquer pour vous positionner comme traducteur, accompagnateur pour les Compagnons du Devoir. Ok. Ça, c'est vraiment puis bon tu parlais aussi d'aller chez des amis ou de la famille. Oui, alors aussi, oui. Le meilleur plan, c'est Tata. Deuxième meilleur plan, c'est Daniel et Claudine en Espagne. Et puis, je peux pas vous donner les adresses, là, parce que c'est pas public, mais grosso modo, oui, je pense que de profiter d'avoir de la famille un peu partout dans le monde, ou même des anciens camarades de classe, etc., ça, c'est bien. Mais par contre, entretenez vos relations, parce que si vous les rappelez salut, après 10 ans sans avoir donné de nouvelles, c'est moyen. Ok, et puis la troisième question c'est est-ce que tu voyages avec un accessoire ou une affaire insolite ou hors du commun? En ce moment c'est toujours le petit le petit porte-clés Winnie l'ourson. Pourquoi? Parce que c'est un super philosophe, il vit vraiment dans le moment présent. Une inspiration. C'est ça. Ça me rappelle un livre que j'ai lu il y a quelques mois aussi qui s'appelle The Tao of Pooh. Et en fait, il t'enseigne la philosophie taoïste à travers Winnie l'ourson. Donc du coup, parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on cherche tout le temps à mettre des mots, des explications sur plein de choses et tout. Mais en fait, non, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et puis comment on interagit avec les autres de manière qualitative. Voilà, et puis même de se donner du temps juste pour être, versus tout le temps vouloir faire quelque chose, être over créatif. Des fois, il suffit juste, pour avoir même des opportunités business, j'ai remarqué parfois,
c'est mieux quand je fais rien, que je laisse venir plutôt que d'être acharnée. Parce qu'au final, c'est quelle expérience tu donnes aux autres. Donc, si t'es pas dans l'être, un peu, ça c'est compliqué. Voilà. Donc, Winnie l'ourson, tirez-en des leçons. Alright, et puis où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne en fait pour tous tes projets? Tout simplement sur LinkedIn, donc Sarah Folador, Miss Sarah Folador. Contactez-moi directement en m'envoyant une invitation. Avec un petit message personnalisé, ce serait grandement apprécié. Mais oui, c'est... Un peu de contexte. Exact. Oui, un peu de contexte et puis surtout, montrez-moi que vous avez envie d'avoir une relation qualitative, c'est pas juste un connect. Pour moi, c'est important aussi. Voilà, et puis après il y a le site www.planbinvestissement.com, donc ça si vous êtes intéressé à rejoindre l'incubateur, et puis l'université du leadership féminin que j'anime aussi. Oui, on a un groupe Facebook, maintenant on a une page Facebook et là j'ai fait 100 likes quand même pas une semaine, je suis contente. Grâce aux informations que tu m'as données, merci. Nice. Donc voilà, oui, c'est les 3 moyens de me joindre en fait. Ok, parfait. On se retrouve là-bas alors. Parfait, merci. Merci Sarah. Merci Ambroise.